L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Jean-Pierre Chevènement, avec Gilles, nous sommes ravis de vous recevoir. On va parler de diplomatie économique, de la situation politique dans le pays, de la pression de Bruxelles sur notre politique économique et puis évidemment de ce nouveau pape. Alors globalement, il y a tellement d'angles d'attaque que j'ai envie de vous demander quelle est la réaction au fond spontanée que vous avez après cette élection. Moi, je me suis réjoui de la joie des catholiques. Je trouve que le fait de choisir un pape argentin dans un continent, l'Amérique latine, dont nous sommes proches, un Argentin mais d'ascendance italienne. Donc voilà une transition qui est bien faite et j'étais sincèrement ému de voir cette foule recueillie. Le sourire. Voilà, dire le Notre Père, l'Ave Maria avec ce pape qui a su garder un long silence, montrant qu'il avait déjà un certain sens de la communication. Mais comment vous expliquez finalement qu'il ait déjoué tous les pronostics, lui qui fut très proche de l'accession au pouvoir lors justement de la précédente élection? Tout le monde s'est trompé et il n'a aucune des caractéristiques qu'on semblait souhaiter pour un nouveau pape. Il n'est pas très jeune, il est justement à la périphérie de la curie romaine, c'est pas un spécialiste des questions financières et on voit que la presse ce matin parle beaucoup de la Banque du Vatican. Comment vous expliquez justement cette résurrection, si on peut dire? Écoutez, il a 76 ans, mais il a l'air costaud. Oui. Je dirais qu'il a des problèmes à régler, mais on peut penser que c'est un homme intègre et droit, et qui saura mettre de l'ordre là où il n'y en avait peut-être plus guère. Disons que j'ai aussi une pensée pour Benoît XVI. C'est bien de s'être retiré comme il l'a fait. Il se sentait un peu dépassé par, je dirais, le climat qui s'était créé autour de lui. Et je pense que sa décision mérite d'être saluée. Rétrospectivement, maintenant, son successeur va devoir mettre un peu d'ordre. Qui fut son plus farouche adversaire, si l'on peut parler de farouche adversaire, dans des élections vaticanes. Mais enfin... Je ne suis pas aussi bien introduit dans la curie que vous. Oui, voilà. Je ne peux absolument pas confirmer. Bon. Gilles, questions. On va aborder maintenant les questions politiques. De sujet s'ouvre un Conseil européen aujourd'hui et demain. Est-ce que les récentes décisions à la fois du Parlement européen qui a retoqué le budget et puis la décision de la Commission de Bruxelles qui pourra dès cette année exiger des changements sur les budgets nationaux présentés par les pays de la zone euro, est-ce que ça c'est des choses qui vous font bondir? Écoutez, comment vous regardez un petit peu ce... Écoutez, je soutiens le gouvernement, les yeux ouverts, comme je l'ai annoncé dès le 13 mars 2012, c'est-à-dire il y a très exactement un an. Je n'ai pas voté le fameux TSCG, le traité budgétaire européen, parce que je pense qu'en effet, il nous met dans une mécanique qu'on ne maîtrise pas vraiment. Quand on mène une politique économique, il faut avoir une vision d'ensemble, et je pense qu'un certain assouplissement serait nécessaire. D'ailleurs, je le réclame pour tenir compte, par exemple, de l'effort de défense particulier que fait la France. 1,5 point et même un peu plus de son PIB. La moyenne européenne, 1 point. Mais la différence devrait devenir en soustraction de ce pourcentage un peu symbolique, il faut le dire, de 3%, qui a été fixé par le traité de Maastricht il y a 20 ans. Contre mon avis, je vous le rappelle. Je n'étais pas pour qu'on mette sous la même monnaie des économies aussi différentes et qu'on se défasse de notre souveraineté monétaire. Maintenant, voilà, le résultat est là. Je tiens compte des difficultés de François Hollande. Il faut obtenir un certain assouplissement et on peut aussi, par un acte d'autorité, décider que puisque les autres Européens ne font rien dans un cas qui concerne directement la défense de l'Europe, vous parlez du Mali. Oui, on ne peut pas accepter qu'un État comme le Mali, qui est au cœur de l'Afrique, avec 7 voisins, puisse devenir un sanctuaire du terrorisme djihadiste. Ça, c'est pas possible. Donc la France a réagi, les autres non. Mais est-ce que la France n'est pas en train, vous venez peut-être un peu de le souligner à travers le Mali, de s'isoler un petit peu en Europe, notamment quand on pense à l'Allemagne? La politique, elle consiste à prendre des positions. Si on ne prend pas de position sous prétexte qu'on va s'isoler, on se met aux abonnés absents. La France, l'Europe sortent de l'histoire. Est-ce que c'est cela que nous voulons? Moi, non. Je veux que la France continue. À propos du Mali, hier, la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, à laquelle vous appartenez, a
reçu et entendu Jean-Yves Le Drian. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur le retrait des troupes françaises du Mali? Ce retrait va commencer au mois d'avril. Disons qu'il y a deux urgences. La première, c'est de faire élire au suffrage universel un président malien pour éteindre toutes les contestations. Et la deuxième, c'est de faire en sorte que la commission de dialogue et de réconciliation se réunisse rapidement et que les rapports entre le nord et le sud du Mali soient en quelque sorte assainis pour que, s'il y a lieu, la lutte contre le terrorisme puisse se poursuivre avec le soutien des populations, aussi bien au nord qu'au sud. On va parler justement avec Gilles, puisque vous collaborez avec Laurent Fabius à un principe de diplomatie économique, non seulement de cette diplomatie économique, mais évidemment de la proposition ce matin de Laurent Fabius d'armer l'opposition syrienne. Est-ce que ça vous paraît, dans le contexte d'aujourd'hui, une bonne décision? Je pense que livrer des armes, c'est une position que la France ne prendra pas indépendamment des autres Européens, et je l'espère, autrement qu'à l'abri d'une résolution du Conseil de sécurité. Parce que je pense qu'il faut avoir des principes. Le Conseil de sécurité définit le droit international. Donc, naturellement, on peut émettre un vœu. Néanmoins... mais ça veut dire clairement qu'on part en guerre. Vous avez été ministre dans cette région du monde. Oui, si jamais ça... oui, mais je ne pense pas que c'est ce que... Et la Syrie, c'est pas le Mali. Et voulu dire. Je pense que le principe de non-ingérence existe encore. Il est sain. Je l'ai toujours défendu et je continue à le défendre. Laurent Fabius a exprimé un sentiment par rapport à la dictature de Bachar el-Assad que nous condamnons par sa brutalité, mais en même temps nous avons un objectif qui est le maintien de l'intégrité territoriale de la Syrie, qui est le fait que les groupes djihadistes qui y sévissent ne doivent pas prendre le pouvoir, et par conséquent, nous devons faire en sorte que notre politique soit cohérente. Donc c'est une proposition, quoi. C'est une proposition adressée à nos partenaires, faisons quelque chose. Oui, c'est pas une déclaration de guerre. Mais je pense que cela mérite d'être mis en perspective par rapport à la négociation qui sera de toute façon nécessaire. Dans une guerre civile, on ne peut s'en sortir, on ne peut y mettre un terme que par la négociation. Et il faut trouver une personnalité qui est l'aval aussi bien du régime que de l'opposition et qui puisse en quelque sorte permettre que ces négociations s'enclenchent. Jean-Pierre Chevènement, vous êtes l'un des leaders historiques de la gauche, vous avez bien connu François Mitterrand. La droite considère que François Hollande n'a pas de cap, pas de volonté, au fond qu'il est là d'une certaine manière presque par hasard. Il va s'exprimer à la télévision la semaine prochaine ou peut-être dans 15 jours. Considérez-vous que François Hollande, justement, soit au niveau de la charge pour laquelle il a été élu par les Français? Tout à fait. Je pense que François Hollande est un homme qui écoute. C'est effectivement un homme normal. Et je trouve qu'il y a un excès dans la manière dont la presse a traité la visite de Dijon. Un désamour, titre Le Figaro, camouflé par le site Atlantico, parce qu'un homme dans la foule lui a dit « Où sont tes promesses, François ?» Bon, c'est amical comme interpellation, et François Hollande aurait pu répondre à juste titre qu'il avait tenu un certain nombre de ses engagements en matière d'éducation nationale, pour le maintien à 60 ans de la retraite pour ceux qui avaient travaillé très jeunes, et c'était quand même une des revendications de la gauche, c'est qu'on tienne compte de la pénibilité. Donc il a fait un certain nombre de gestes. Maintenant, il y a une crise terrible. Nous avons perdu 15 points de compétitivité par rapport à l'Allemagne depuis le début des années 2000. Et François Hollande... Mais il fallait dire François Mitterrand. Je n'ai pas dit François Ier non plus. Oui, ouais. Mais François Hollande a fixé un cap, à la suite du rapport gallois, c'est... Donc il n'est pas le faiblard que l'opposition décrit. Pas du tout. La France doit reconquérir sa compétitivité. Maintenant, comment? On peut en discuter. Et sur le plan de la méthode, Jean-Pierre Chevènement, qu'est-ce que Gilles Leclerc. La méthode de François Hollande, on a appris hier après-midi qu'il s'apprête probablement à gouverner par ordonnance sur des textes dits techniques, qui concerneraient par exemple l'urbanisme et le logement. C'est une bonne façon de faire? C'est permis par la Constitution, et effectivement, s'il s'agit de supprimer les blocages, d'assouplir le système, nous avons parlé des initiatives qui ont été prises, mais je pense que l'accord sur le pacte social entre le patronat et les syndicats, en tout cas une majorité d'entre eux, est un bon accord. Il ne faut pas y toucher pour vous. Mais il va falloir voter une loi, on va en discuter, mais je pense que ça va
dans le sens de l'adaptation de la France à un environnement extérieur qui nous est défavorable. Car dans la guerre des monnaies, nous sommes les dindons de la farce. Les Allemands, même avec un euro très fort, peuvent continuer à vendre leurs machines-outils, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Hein, et nous, nous avons un problème de prix. Donc nous nous ajustons à la baisse, nous diminuons nos marges et nos capacités d'innovation. Donc il faut rompre ce cercle vicieux. Moi, je le dis depuis très longtemps, depuis 20 ans. Hein, depuis que nous sommes entrés dans le système de la monnaie unique, nous devons être extrêmement vigilants parce que nous pouvons être piégés. Et nous le sommes par l'euro trop fort par rapport à toutes les autres monnaies. Hein, le dollar, le yen, le yuan qui est raccroché au dollar, la livre britannique. Hein, nous avons perdu jusqu'à 50 points de compétitivité par rapport à la zone dollar. Comment voulez-vous que l'économie française crée des emplois ? Hein, moi j'étais ministre de l'Industrie, j'ai quitté mon ministère pour dire je suis contre la monnaie forte. Mais ça, vos positions depuis justement le référendum de 92, on les connaît. Mais maintenant, ce sont les arguments